Salut à tous et bienvenue sur Kemet Télévision. Nous sommes rassemblés ce matin dans le cadre de votre émission Sagesse Kamit qui, comme d'habitude, reçoit le frère Tot Abonné avec qui nous allons aborder la thématique sur la cosmologie et système politique. C'est quoi la cosmologie? Est-ce la science générale par laquelle le monde est gouverné? Qu'entend-on par politique ou alors par système politique? C'est autant de questions et bien d'autres que nous tentons de résoudre au cours de cette émission ce matin. Toujours est-il que nous allons commencer par la définition des concepts avant leur développement, comme le veut la rigueur ou alors comme nous exige la rigueur de la science. Mais avant de le présenter et entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de verser une calebasse d'eau fraîche pour rafraîchir justement la mémoire de nos ancêtres, que ce soit ceux morts sur la terre-mère Kama, Afrique, et même ceux qui sont morts sur les terres de déportation. Une calebasse d'eau pour rafraîchir leur mémoire. Tout abonné au TEP et bienvenue. C'est un plaisir de te retrouver après un petit break. Au TEP, moi Jean Yamsi, je connais une besse, je te bien matan abotiswan mina meseminasi. Au TEP à tous les chèmes sous or, à tous les chèmes sous Djeuti, à tous les chèmes sous Mat et à tous les chèmes sous Ra. Bonjour à toutes les sœurs de combat et à tous les frères de combat. Le petit break est juste suite aux petites secousses que j'ai subies entre-temps concernant la crise d'AVC de ma mère qui m'a élevé, qui m'a nourri, qui m'a éduqué. Et je me devais d'assumer pleinement mes responsabilités de fils. Et d'autant plus que j'ai pris la place de mari avec le décès, le départ de mon papa l'an passé, à savoir le 5 septembre 2022. Donc je ne suis plus uniquement le fils, je suis maintenant le mari et je suis le chef de famille. D'autant plus que la famille et les ancêtres m'ont consacré comme celui-là qui doit porter la couronne. Donc je me dois pleinement d'assumer toutes mes responsabilités. Et actuellement, il est en train de se remettre sur pied, tant bien que mal, parce que la crise d'AVC n'est pas facile. Et tout doucement, à travers la rééducation, via la kinéthérapie, il est en train de se remettre petit à petit sur pied. Que nos ancêtres soient glorifiés. Alors, tout abonné, en tant que l'un des pionniers concernant la fondation de cette chaîne de télévision, de plus en plus, nos frères africains et même Kamit, n'est-ce pas, trouvent un intérêt particulier à tout ce que nous faisons ici. On a parfois l'impression que c'est facile, or pourtant c'est très difficile. C'est pourquoi il est toujours important de rappeler à ces frères-là le soutien dont on a besoin et surtout ce soutien-là dont on attend d'eux. Tout à fait, tout à fait. Le mouvement que nous menons depuis des années aujourd'hui, je suis dans ce combat depuis, ça fait déjà, je crois, 17 ans, 18 ans, il s'est passé depuis 2005. 2005-2023, c'est 18 ans exactement que je suis dans ce combat. Après avoir commencé une quête sans repère, parce que lorsque je lisais la Bible, je ne me retrouvais pas. Et pourtant, quand je voyais les symboles égyptiens, il y a quelque chose qui m'appelait pour me dire, mais attention, il y a une partie de toi dans ces images que tu vois. Et c'est en fin de compte, lorsque je tombe sur Civilisation ou Barbarie de Cheikh Anta Diop, que je me réveille enfin pour dire, mais tiens, voilà ce que je cherchais depuis ma prime enfance. J'ai même décidé de ne pas me faire confirmer après avoir pris la première communion à l'âge de 12 ans où j'étais encore sous l'emprise parentale. À 14 ans, on me dit va te faire confirmer. J'ai dit non, je refuse. Parce que j'avais déjà commencé à lire la Bible et j'avais détecté des choses vraiment très bizarres dans ce livre-là. Vous voyez très tôt un enfant de 14 ans qui commence à se révolter. Et donc ça fait que quelques années après, j'ai arrêté d'aller à l'église. Et c'est lorsque j'entre en contact avec le texte de Cheikh Anta Diop intitulé Civilisation ou Barbarie que je prends conscience. Donc ce combat que nous avons commencé depuis longtemps est un combat du destin du peuple noir. Lequel destin a périclité suite à la victoire des Septiens qui a commencé à infester, je veux dire, qui a commencé à se dessiner depuis la 6e dynastie et qui, à un certain moment, a marqué un coup sous l'invasion Hyksos et plus tard qui s'est poursuivi avec l'influence négative des dynasties des Amenhotep
notamment Amenhotep II et Amenhotep IV, Amenhotep III et Amenhotep IV, lequel Amenhotep IV on a appelé plus tard Akhenaton, et toute leur descendance, toute sa lignée, toute leur lignée qui a fini d'une manière macabre, qui est de laquelle l'histoire est documentée, nous n'inventons rien. Plus tard, il y a eu des invasions, notamment assyro-babyloniennes, et plus tard l'invasion perse, l'invasion grecque, l'invasion romaine, et plus tard l'invasion arabe, et ce qu'on appelait plus tard l'impérialisme occidental, qui s'est marqué par la traite négrière et par la colonisation. Donc, après avoir subi tous ces coups, ce combat nous tient tellement à cœur que si nous faisons des enfants, c'est ce que je dis toujours aux gens, si vous ne voulez pas combattre, ne faites pas les enfants, parce qu'en les faisant, vous les abandonnez dans une société dépravée et où ils n'auront aucun destin propice à leur véritable épanouissement. Oui. Donc, vous faites des enfants pour les jeter dans la gueule des loups, avec tous ces prédateurs sexuels qui sont là, tous ces pervers qui sont dans nos sociétés, tous ces corrompus, tous ces égocentriques et tous ces cruels, ces personnes cruelles qui ne cherchent qu'à préserver leurs intérêts, à verser le sang et à s'agripper sur ce qu'ils estiment comme leur pouvoir par tous les prix. Il est donc question avec une nouvelle dynamique. Il est donc question que l'éducation soit remise au centre pour que les Noirs se reconnectent à leur véritable vision du monde, pas à la pseudo-vision du monde qui est véhiculée dans nos écoles et même dans nos chefferies actuellement, mais la véritable vision africaine du monde qui a précédé toutes ces invasions que nous avons mentionnées et qui a fait que l'Afrique soit prospère dans l'Antiquité et soit reconnue comme la terre des dieux, comme la terre-mère. Comme à travers le système éducatif, notamment les écoles actuellement, qui ne sont rien d'autre que les legs de la colonisation, et laquelle colonisation n'a pas fait du bien à l'Afrique, sinon l'Afrique serait très loin aujourd'hui, et laquelle colonisation s'est arrangée à laisser sur place une élite politique, économique et intellectuelle qui continue de servir leurs intérêts via les cercles ésotériques et les religions que ces colons ont laissés. Il est donc question aujourd'hui que, n'ayant pas d'espoir dans le système éducatif, n'ayant pas d'espoir à travers les musiques qui sont publiées, qui sont produites et qui sont publiées dans les chaînes, des autres chaînes de télé, et même des à films travers les films dont on fait la promotion, de tout ce l'homosexualité qui va dans le sens de la dépravation des mœurs, de la médiocrisation de l'intelligence négro-africaine et de la priorisation, c'est-à-dire le fait qu'un petit groupe confisque le pouvoir économique et politique et veuille pérenniser leur pouvoir en continuant d'initier leurs enfants dans la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le gnosticisme et autres, afin que les liens avec les métropoles occidentales, ce qu'ils ont appelé métropole pendant les périodes coloniales, que ce lien demeure perpétuel et qu'il y ait toujours une reconnaissance entre les anciens colons et leurs héritiers qu'ils ont laissés sur place. Kemet TV se pose donc comme une chaîne, comme une alternative à tous ces médias aujourd'hui en Afrique, gouvernés par les francs-maçons, les rosicruciens, les gnostiques, bref, tous ces gens qui sont encore embrigadés dans ces systèmes d'anti-valeurs. Parce qu'on ne peut pas appeler ça les systèmes de valeurs. Les systèmes d'anti-valeurs, parce que ces anti-valeurs, c'est elles qui sont un véritable frein à l'émancipation de la conscience négro-africaine et à l'émancipation, je vais dire, à la promotion du bien-être négro-africain. Et je suggère justement à la régie, pendant que Todd fait le point, n'est-ce pas, qu'on affiche les canaux par lesquels justement le soutien peut être possible. Et par conséquent, une chaîne comme Kemet TV, qui est actuellement l'unique, je précise et j'insiste, que c'est l'unique chaîne, parce que on nous traite de radicaux, moi je ne suis pas radical, encore même que l'expression radicale n'est pas péjorative. Celui qui est radical, c'est celui qui prend les choses par la racine. Parce que les gens utilisent ce mot radical dans un sens péjoratif. C'est de l'extrémisme. On n'est pas dans l'extrémisme. On est dans le concept et la définition du mot radical, c'est celui qui prend la chose par la racine. Car c'est la racine qui tient l'arbre, c'est la racine qui tient la plante et qui nourrit l'arbre et qui nourrit la plante. Donc lorsque Kemet TV prend les choses à partir de la racine, ça veut dire que Kemet TV devient donc l'espoir de l'émancipation de l'Afrique noire dans le futur. Et en tant que telle, cette chaîne mérite
le soutien de toutes les sœurs kamites, de tous les frères kamites et de toutes les aspirantes et de tous les aspirants kamites. Tel que nous l'avons énoncé lors de l'émission dernière, nous appelons toutes nos sœurs et tous nos frères à nous soutenir et à nous permettre d'être sur satellite permanemment afin que notre voix porte et que notre peuple puisse être transmuté, transformé positivement partant de la base, c'est-à-dire la plus malheureuse, la plus démunie, la plus appauvrie, jusqu'à l'élite intellectuelle. D'accord. Et donc, nous aussi, nous terminons en disant, nous ne déclarons pas la guerre à nos frères francs-maçons, rosicruciens et gnostiques. Ce n'est pas une déclaration de guerre. C'est juste un appel. Non, c'est juste un appel qu'on leur lance à se dire que s'ils se disent fils d'Afrique, et comme beaucoup d'entre eux, ces francs-maçons, se réclament des chefferies, il faudra bien que la reconnaissance tacite, qu'ils ne peuvent pas avouer publiquement, qui pourra avoir vis-à-vis de tel initié qui lui a permis d'avoir tel poste, de pouvoir accéder à tel grade et de pouvoir faire ceci, que cette reconnaissance soit véritable, en œuvrant pour la promotion véritable des valeurs culturelles africaines, en œuvrant pour la promotion des enseignements diffusés par Kemet TV, en œuvrant pour que leurs enfants, au lieu de continuer de se faire initier dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix et dans le gnosticisme, rentrent se faire initier dans la spiritualité véritable négro-africaine. Donc c'est un appel qu'on leur lance, ce n'est pas une déclaration de guerre, parce que ce sont nos frères, et dans une certaine mesure, s'ils deviennent conscients, je pense que, main dans la main, on peut construire une Afrique meilleure. D'accord. Donc, à travers justement les images qui passaient tout à l'heure, vous avez tous les canaux par lesquels, n'est-ce pas, quel qu'en soit le pays où vous vous trouvez dans le monde entier, vous pouvez, n'est-ce pas, facilement apporter votre modeste contribution pour permettre l'émergence de cette chaîne de télévision. Et puis, nous avons beaucoup insisté sur l'émission sur satellite, donc ce n'est pas du tout évident. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, on sollicite les frères et les sœurs, n'est-ce pas, tapis un peu partout dans le monde entier, qui puissent apporter une aide substantielle à Kemet Télévision. Voilà, on va entrer dans le vif du sujet avec la thématique que j'ai rappelée dans mes propos introductifs, la cosmologie et système politique. Comme il est de coutume dans cette émission et même ici à Kemet Télévision, l'exigence de la science voudrait qu'on définisse toujours un concept avant d'entrer dans son développement. C'est pourquoi je vais commencer par te poser la question, celle de savoir qu'est-ce qu'on entend par cosmologie. L'expression cosmologie vient de deux termes grecs. Il y a d'abord le terme cosmos et le terme logos. Avant de définir ce que c'est que cosmos et ce que c'est que logos, qui relève de la compréhension antique des concepts, je vais d'abord évacuer l'approche actuelle de ce qu'on appelle la cosmologie. Parce qu'il y a une approche actuelle qui est une approche scientiste. Et dans cette approche scientiste, on met de côté l'urgence, l'exigence et la nécessité du laisser être les choses, afin que les choses nous disent elles-mêmes ce qu'elles sont. Nous sommes donc partis du laisser être originel qui est relaté par la mythologie pour le forcer à être aujourd'hui, qu'on appelle la technoscience. La science actuelle, qu'est-ce qu'elle entend par cosmologie? La science, dans ce qu'on entend aujourd'hui par cosmologie, c'est non seulement la description de l'univers apparent, mais tous les efforts que l'humain fait pour forcer l'univers à dévoiler ce qui est caché. Et dans ce forcing, nous entendons le phénomène d'accélération de particules, les accélérateurs de particules dans les grands centres de recherche en physique nucléaire, tels que le CNRS, la NASA, et tout ça. Là-bas, on force les choses à être, on brise les noyaux atomiques, c'est-à-dire qu'on fragmente les particules et on se retrouve dans une science qui est une construction, une fabrication purement humaine. Parce que tout ce qui découle de là, on n'est pas sûr que la description qui sera faite suite à ce forcing, suite à ce bombardement de particules,
cette description sera fiable à ce que l'univers doit dévoiler de façon naturelle. A dit la vérité telle qu'elle est intrinsèquement inscrite dans l'univers. Là, c'est l'homme qui force et qui veut forcer sa propre compréhension. Et on peut donc observer des déviances, des égarements, des errements, tels que le système de clonage, tel que là, ce qu'on appelle aujourd'hui là, le transhumanisme, des hommes qui changent de sexe pour devenir des femmes qui changent de sexe pour devenir des hommes, et des transsexuels, c'est-à-dire des gens qui sont en même temps hommes et femmes au même moment, et certains scientifiques qui veulent même fabriquer l'homme, c'est-à-dire en laboratoire. Les robots susceptibles de remplacer l'homme. Les robots susceptibles de remplacer l'homme. Donc c'est justement contre cette science dite septième et anthropocentrique que nous nous insurgeons et nous la mettons à côté en disant que lorsque nous parlons de cosmologie, nous ne tenons pas compte de cette approche scientifique. Nous tenons compte de ce que l'univers dit, de ce qu'il est lui-même. L'ordre naturel. L'ordre de l'univers. L'ordre intrinsèque de l'univers. Et comment cet ordre se découvre? Cet ordre se découvre par l'initiation. Lorsque je prononce le mot « laisser être », ça veut dire que lorsque je développe les facultés innées en moi et que chaque faculté éclot et rayonne et entre en fusion avec les autres facultés et que je parviens à l'ouverture fondamentale de mon esprit, c'est-à-dire de mon essence intrinsèque, et que cette essence commence maintenant à percer ce qui est secret dans l'univers, pas à forcer les choses à être, mais à contempler la réalité telle qu'elle est dans les diverses couches, partant du macro-physique vers le micro-physique, partant de l'infiniment grand vers l'infiniment petit. La voie initiatique est donc la voie royale qui nous permet de contempler l'univers tel qu'il est et de laisser les choses nous parler elles-mêmes. Et mettre en exécution ces lois. Et décrire ce que nous aurons contemplé suite au processus d'initiation et rendre donc compte de ce que l'univers nous aura révélé et nous aura dévoilé. Et c'est cette science basée sur le principe de la maths, c'est-à-dire le respect de l'ordre, de l'équité et de l'harmonie, que la notion de cosmologie, d'après notre approche, se dégage. Et je voulais ajouter à cela que le volet scientifique que nous avons mis de côté a ce vice, à savoir que lorsque par exemple on isole une particule de son champ d'action avec les autres particules, cette particule effectivement perd donc les inter-influences qu'elle avait avec les autres particules, lesquelles inter-influences sont capables de dévoiler une réalité beaucoup plus profonde, beaucoup plus mystérieuse que le compte rendu on aurait envie d'obtenir d'une particule. Et dont le rôle n'est plus le même. Dont le rôle n'est plus le même. C'est maintenant une particule isolée qui ne donne plus le compte rendu de son rôle dans le système. Parce que les particules interagissent entre elles. Et dans cette interaction se dévoile une sagesse. Et donc, le vice vient à quel niveau? Lorsqu'on isole une particule, il se pose un problème. On ne peut pas en même temps mesurer l'impulsion de la particule et en même temps mesurer la position de la particule. Donc il y a cette énigme qui se dévoile. La particule, lorsqu'on veut l'isoler pour la fixer, on ne peut plus parler de son impulsion. Lorsqu'on veut la considérer dans son impulsion, sa staticité et sa position est perdue de vue. Donc l'expérience, même dans l'univers de la physique quantique, biaise la réalité et ne rend plus compte de la réalité telle qu'elle est. Parce que même cette particule, lorsqu'on l'isole, on n'est plus capable de la cerner en même temps dans sa position et dans son impulsion. Pire encore, on ne peut plus la voir dans son interaction avec toutes les particules de l'univers. D'où la notion d'initiation et la voie royale qui mène à la découverte de la vraie cosmologie. D'accord, frère. Et qu'en est-il donc justement de la cosmologie telle que approchée par nos anciens, c'est-à-dire des vrais initiés qui ont pu percer les vrais mystères de l'univers. Et avant maintenant d'aborder le sujet, je voudrais préciser que ces grands initiés de Kama, c'est-à-dire de Tameri, de Tasseti et de Tonetjer, étaient tellement avancés que leur science est en avance sur la science actuelle. Lorsqu'on lit les textes sacrés de Kama, notamment les textes de Mastaba, les textes des pyramides, les textes des sarcophages,
que nous avons ici, le livre de sortir à la lumière, le livre des portes, le livre des respirations, le livre de l'âme d'Ouad. C'est un compte rendu en même temps physico-chimique, astrophysique, astrochimique, astrologique, astronomique, géométrique, mathématique, chimique et tout ce qui constitue la science. Mais sauf, et même quand je parle d'astronomie, ils connaissaient déjà le système héliocentrique. Nous avons abordé ça à plusieurs reprises dans nos anciennes émissions. Donc, ils étaient en avance sur la science actuelle. La science actuelle ne pourrait jamais prétendre parler de cosmologie, étant entendu qu'elle-même va vers des errements de type anthropocentrique, c'est-à-dire où l'homme donne désormais la mesure à ce que l'univers doit être. Alors que c'est en tant que nous, en tant que rejetons de l'univers, qui devons apprendre à écouter ce que l'univers nous dit, afin d'écouter la sagesse de l'univers. Ce n'est pas un enfant qui apprend à son parent, voilà, n'est-ce pas, la vie, l'éducation, ou à ses ancêtres. Voilà. Puisque tout ce qu'il a même comme patrimoine génétique, comme mémoire et tout ça, c'est le legs de la longue lignée de laquelle lui-même il découle. Et ce qui pourrait apporter à une certaine époque comme révélation pourrait avoir été une vérité oubliée pendant une longue période et qui vient ressurgir à une autre période. Donc la cosmologie, d'après la pensée africaine, je vais la définir suivant la déclinaison du mot grec lui-même. Vient du mot des deux termes cosmos et logos. Dans cosmos, nous avons kosmein. Kosmein qui signifie briller. Kosmein. En grec, ça signifie briller. Donc, être beau. Voilà. Ce qui brille, c'est ce qui est visible par tout le monde, qui est remarquable par tout le monde. Hein? C'est-à-dire que lorsque tu te tournes, tu ouvres les yeux, tu remarques immédiatement que la beauté est là. Et la beauté attire tous les regards. Et cette beauté, elle interpelle dans la nature le ciel étoilé, le ciel de la nuit et le ciel du jour ensoleillé. Hein? Cette beauté interpelle aussi la beauté des fleurs, la beauté des feuilles vertes. Et lesquelles feuilles, même dans le vert, il y a on appelle ça quoi, des motifs du vert. Il y a le vert foncé, le vert. Vous allez voir que chaque plante a un vert particulier. Il y a d'autres qui ont des couleurs rouges, roses et tout ça. Donc, cette beauté qui se dégage dans la nature, c'est elle qui a interpellé les Grecs. Voilà. Maintenant, cette beauté chez nous, c'est Néfer, Népheret. Et cette beauté, parce que l'expression Néfer s'écrit avec le symbole du cœur. Néfer, c'est-à-dire ce que le cœur désire. Voilà. L'expression beauté chez l'homme noir, c'est ce que le cœur désire. Et ce que le cœur désire attire les regards et donne les envies. Voilà. La deuxième expression, c'est logos, legein. Parce que le mot logos vient de l'expression grecque legein, qui signifie dire, dévoiler, montrer, ordonner, agencer. Voilà, c'est ce que legein signifie. Et logos, c'est ce qui est ordonné, ce qui est bien dit, ce qui est bien disposé et ce qui est bien sculpturé. Maintenant, dans la pensée africaine, on parle de mat, matata, mat, matak, c'est-à-dire j'organise ce qui est, donc c'est-à-dire une structure où chaque chose est à sa place et où chaque chose est en lien avec l'autre pour pouvoir créer une certaine harmonie et pour pouvoir dégager une certaine sagesse. Donc le mot cosmos, logos, qui est donc Nefer Mat, Amedou Neter, signifie ordre et beauté. Harmonie et beauté. Voilà. Donc le mot cosmologie, se dégageant donc de cette définition, nous montre que cette cosmologie, comprise dans son fond, signifie ce que le regard de l'homme a pu décrypter dans la nature comme étant ordonné et beau. Mais sauf que ce regard dépend aussi du niveau de conscience, dépend même de la nature de l'individu qui contemple le réel. Ça, c'est très important parce que c'est même par Einstein, 1910, 1911, 1912, que les Occidentaux se rendent effectivement compte que le cosmos a une histoire et il faut s'en servir pour faire la science. Bien évidemment. Or, 10 000 ans par le passé, nos ancêtres avaient déjà maîtrisé cette chose-là. Ce qui montre que à cette époque, 10 000 ans avant, ils étaient encore des primitifs qui n'avaient pas encore de conscience développée
pour pouvoir accéder à certains mystères du réel. Étant entendu que le premier homme sur terre et le plus ancien, c'est l'homme noir, et que les autres sont nés très tardivement, il est donc normal qu'à ces époques-là, ils soient puérils, ils soient encore dans une conscience puérile, qu'ils soient incapables de détecter la véritable beauté et le véritable ordre dans la nature. Ce qui entraîne une conséquence, c'est que la cosmologie comprise par des peuples qui ont encore une conscience basse, c'est-à-dire primitive, qui n'a pas encore la notion d'ordre, de beauté, d'harmonie, c'est-à-dire la maths, qui ne connaissent pas encore la maths, telle qu'on l'a définie à travers les épisodes des Hyksos et des Sémites, qui, étant entrés en contact avec les Noirs, étaient encore des petits sauvages, parce que il faut toujours qu'on revienne sur ça. Vous les voyez ici, ils sont sans caleçon, sur la palette de Namer, hein? Mais ils viennent nous emmerder, vous les voyez là, la palette de gauche. Voilà, de Namer, où on les tient sur les cheveux, ils sont sans caleçon. Nous, on est habillés, on a le pain, on a la couronne, donc on a déjà les notions de civilisation. Donc dans cet état, c'était encore des primitifs qui ne pouvaient pas accéder à la haute intelligibilité du réel. Et laquelle haute intelligibilité du réel, ils ont même acquis très tardivement lorsqu'ils sont entrés en contact avec nous. Donc, il se pose un problème, c'est que lorsqu'on considère les deux peuples présentifiés, on voit un peuple qui a une conscience déjà évoluée parce qu'il a mené une longue expérience vis-à-vis de la nature et avec la nature, et l'autre peuple qui vient de naître, qui trouve encore la nature hostile parce qu'il est né dans la neige et dans le désert, et qui veut combattre la nature et qui veut dominer la nature. D'où l'expression de Descartes, être comme maître et possesseur de la nature. Ça, c'est la conscience primitive qui ne comprend pas que ton géniteur, c'est-à-dire la matrice qui t'a engendré, tu ne peux pas être plus sage qu'elle. Et tu ne peux pas être dominateur sur elle. Aujourd'hui, se rattrape avec les notions d'écologie, de climat et tout ce que vous voyez aujourd'hui. Des gaz à effet de serre. Donc, ils se rendent compte que, en fait, leur philosophie et leur science les a égarés. C'est un échec patent. Donc, c'est le débat aujourd'hui, l'écologie dans tous les partis politiques, l'écologie, les Verts et tout ça en Europe, là, et même en Amérique. Donc, c'est devenu une thématique. Et ce que les Noirs avaient compris bien avant à travers la science totémique, où les arbres sont sacrés, où certains animaux sont sacrés, où la terre est sacrée, où l'eau est sacrée. On ne doit pas uriner sur l'eau, on ne doit pas cracher sur l'eau, on ne doit pas déféquer sur l'eau, on ne doit pas laver les choses sales sur l'eau qui coule. On ne doit pas couper les arbres n'importe comment. Surtout sur l'eau qui coule. On ne doit pas couper n'importe quel arbre parce qu'en éliminant un arbre, ça peut décimer toute une forêt, etc., etc. Donc, les Noirs qui avaient compris ces principes, ce sont donc eux qui doivent parler de cosmologie. Et donc, l'approche cosmologique des peuples-ci... Aujourd'hui, on a les espèces protégées, un concept nouveau. Bien évidemment. Qui ne cadrait pas avec... Voilà. La notion cosmologie, nous sommes dans deux approches. Il y a la conscience du primitif, c'est-à-dire celui qui vient de naître et qui trouve la nature hostile et qui veut la dominer, parce que lui-même, il ne comprend même pas encore son lien fondamental avec la nature. Il veut la dominer, il veut créer le bombe nucléaire pour détruire tout le monde, il veut commander, il veut dominer sur tout le monde. Il y a l'autre qui a mené une longue expérience pendant des centaines de milliers d'années, qui a compris qu'il doit se faire tout petit face à la nature et qui doit apprendre à écouter la nature. Il écoute les plantes, il écoute les arbres. Pour en avoir ses faveurs. Pour en avoir la vraie science qu'elle a à lui révéler et comment il doit être en rapport avec cette nature pour un mieux-être. Donc il y a deux approches cosmologiques. Une approche conflictuelle de la cosmologie qu'on appelle aujourd'hui en sciences physiques et autres une cosmologie dite catastrophique et catastrophiste, et une cosmologie pessimiste avec une fin du monde, avec des choses qui vont exploser, où tout le monde va mourir, et une autre approche cosmologique négro-africaine optimiste, c'est-à-dire que où l'univers se transmute à chaque fois et où l'univers nous a donné une parcelle mystérieuse d'elle qui fera en sorte qu'on ne puisse pas périr avec les transmutations de la matière. Donc, nous avons donc une approche septième de la cosmologie, c'est-à-dire que l'approche occidentale et sémite, des peuples qui sont nés après et qui sont encore à un bas niveau de conscience pour comprendre le réel, et une approche mahatique de la cosmologie qui est l'approche négro-africaine,
issue d'un peuple qui a vécu des expériences pendant des centaines de milliers d'années, et laquelle approche martique de la cosmologie se dégage dans nos textes sacrés que nous avons nommés ici, à savoir les textes de pyramides, les textes de sarcophages. Puisque la nature, dans son auto-régulation, justement, récompense ceux de ses enfants qui ont respecté ces lois pendant tout le processus. Et qu'est-ce qu'on en tire donc de ces deux définitions, ces deux approches de la cosmologie? C'est que d'une part, il y a une cosmologie dite catastrophique qui fait écho du laid, du catastrophique, du désastreux et de la rage, du désordre, et une autre approche cosmologique qui fait écho de l'ordre, de l'harmonie, de la beauté, de la vérité et de la justice. Nous avons donc deux approches cosmologiques qui peuvent se dégager suite à la contemplation du réel en fonction du niveau de conscience que chaque peuple a, que chaque peuple a, et du type de rapport que ce peuple entretient avec le réel. D'accord, frère, nous allons avancer. Maintenant, qu'en est-il du système politique et quel est le lien qu'on peut faire entre la cosmologie et le système politique? Le lien qu'on peut faire entre d'abord la politique, c'est quoi? Le mot politique vient de deux termes grecs. Polis, hein? Polis qui est le peuple. Et bon, politique en fait, c'est-à-dire la gestion du peuple en fait. Bon, politique c'est ce qu'on appelle le peuple. Et maintenant, dans ce peuple, il y a ceux qui doivent gérer ce peuple. Donc, le mot politique vient de l'expression grecque polis, qui signifie la cité. La cité. Voilà, ou le peuple. Donc, cette cité, elle est gérée par qui? Par un ensemble d'individus. Mais cet ensemble d'individus, pour pouvoir gérer le peuple, il faudrait bien qu'ils connaissent, un, l'histoire du peuple, deux, les besoins du peuple, trois, comment on appelle, le rapport même qu'ils entretiennent, c'est-à-dire qui est entretenu entre eux et le peuple, doit être un rapport de gouvernant et de gouverné. Qu'est-ce qui leur confère le statut de gouvernant? C'est parce qu'ils estiment être ceux qui sont suffisamment éclairés pour pouvoir diriger les autres. Et maintenant, cet éclairage est issu de quoi? Est issu d'un univers de représentation. Parce que quand on dit qu'un homme est éclairé, il est éclairé sur la base de l'ensemble de données qu'il a collectées à travers le contact qu'il a eu avec son peuple, à travers le contact qu'il a eu avec le réel, et lequel contact lui-même a été activé et nourri par le don particulier qu'il est né avec. C'est-à-dire que le génie, notre génie nous permet de comprendre le réel d'une certaine manière. Ça peut donc être un génie pervers, comme ça peut être un génie vertueux. Donc, le leader, celui qui doit gérer la cité, est donc mu par un ensemble de représentations. Et cet ensemble de représentations est déterminé par ce qu'on appelle le mythe. Le mythe fondateur de ce peuple-là. Et d'où donc l'expression mythologie et les mythologies. Il y a donc la mythologie négro-africaine, il y a la mythologie grecque, il y a la mythologie scandinave, il y a la mythologie perse, il y a la mythologie indienne, il y a la mythologie chinoise, il y a la mythologie japonaise, il y a la mythologie, j'ai cité la mythologie indienne, et il y a la mythologie juive, la mythologie arabe. Et c'est l'ensemble de ces mythologies qui peuvent être consignées dans des textes tels que le Tao Te Ching chez les Chinois, les Védas, c'est-à-dire le Rig Veda, le Yajur Veda, la Tarva Veda et la Sama Veda chez les Indiens, et tous les textes découlés, notamment les Upanishads et tous les Vedanta et tout ce qu'on connaît. De l'autre côté, chez les Japonais, nous avons les textes sur le Shinto, sur le shintoïsme et plus tard sur les samouraïs. De l'autre côté, en Chine, nous avons le Tao Te Ching et on a le texte, le livre de Confucius. De l'autre côté, chez les Grecs, on a les textes poétiques, notamment les textes orphiques et les textes des gens comme Homère, Hésiode et Sophocle, qui sont les textes fondateurs du panthéon grec, qui rend compte du mode de vie, du mode d'être, des systèmes de représentation et du mode de vie grec. Donc, à travers ce panthéon grec où on parle des Zeus, Apollon, Héra, Athéna, je ne sais pas, Gaïa, Uranos et autres, voilà un système de représentation qui moule donc la vie politique grecque, la police grecque. De l'autre côté,
comme Rome est héritière de la Grèce, nous avons Zeus qui devient chez les Romains Jupiter, etc., etc., parce que le panthéon grec est repris par le panthéon romain avec quelques particularités. Mais c'est presque le même modèle sociétal. Donc, de l'autre côté, nous avons un panthéon sémite avec les El, les Baal, les Yahweh, les Elohim et tout ça, les Allah. Avec les Yoshua, les Jésus. Nous avons un autre panthéon, donc judéo-christiano-islamique. De l'autre côté, nous avons un panthéon africain avec les Osiris, les Isis, les Ptah, les Ra, les Nut et autres. Donc, nous sommes donc dans un système mythologique et dans des panthéons qui moulent et qui déterminent la représentation que les individus de ce peuple se font du monde. Et donc, les leaders politiques sont donc considérés comme ceux qui ont mieux compris ces mythes. Et ils se considèrent eux-mêmes comme des demi-dieux parce que, ayant été en contact avec leur univers mythologique, ils sont donc entrés en contact avec les entités de leur peuple qui ont engendré leur peuple, qui ont fondé leur peuple, et ils sont donc capables de diriger ce peuple parce qu'ils sont assistés par ce système d'entités ou par cette vision ou par cette philosophie-là. Et donc c'est de ce principe cosmologique donc découle le modèle politique. Bien évidemment. Donc c'est de cette, parce qu'à ce moment la cosmologie se dévoile donc comme la vision du monde, née suite au rapport que l'homme entretient avec le monde, née suite à l'environnement même où l'homme est né, et lequel environnement l'a moulé psychologiquement, morphologiquement, existentiellement, en ce qui concerne la vie quotidienne. Donc, il a un rapport particulier avec l'environnement qui peut être donc un rapport soit conflictuel, soit un rapport harmonieux. Et donc, c'est suite à cela que se dégage donc ce qu'on appelle plus tard les systèmes politiques. C'est-à-dire que la cosmologie, qui est la vision du monde, qui se dégage à travers les mythes. Et maintenant, il faut préciser une chose. Il y a plusieurs types de mythes. Il y a des mythes qui sont des constructions mentales des humains. C'est-à-dire qu'il veut justifier sa manière d'être, il veut justifier sa manière de faire, sa manière de se conduire et sa manière de penser en attribuant ça aux divinités imaginaires que lui-même se crée. Et Platon est très clair là-dessus dans le Phèdre, où il explique que les mythes il parle de quoi? Il parle d'un peuple là dont le nom m'échappe. Lorsqu'on parle du mythe de Zeus, il dit que ce sont les gens là qui ont créé ce mythe là pour justifier leur homosexualité. Donc il y a des mythes fabriqués donc qui sont là pour justifier les actes pervers ou les états d'âme des individus. Il est vrai qu'il y a même aussi des entités du monde des ténèbres, des entités du désordre qui sont à la base de ce genre d'attitude et qui influencent aussi les esprits des humains, parce qu'il y a un conflit entre le cône d'en bas et le cône d'en haut, et il y a un conflit perpétuel entre la lumière et les ténèbres. Et les humains donc qui sont au centre peuvent de temps en temps soit basculer vers le bas, soit aller vers le haut, soit acquérir une force d'une toute autre nature qui soit capable de comprendre la nature de ce qui est en bas et la nature de ce qui est en haut, afin de pouvoir œuvrer dans une toute autre nature, une nature une nature harmonisée qui équilibre les forces et qui œuvre pour la prospérité, le bien-être et tout ce qu'on appelle l'harmonie. Frère, s'agit-il de la prédestination du génie dans le choix de nos leaders politiques, par exemple? Ça nous conduit effectivement, avant d'arriver au niveau de la prédestination, nous avons une préoccupation très importante, c'est que lorsque nous avons des leaders politiques qui sont supposés être des lumières pour leur peuple, nous avons deux modèles de leaders. Nous avons des leaders qui mettent en avant leur ego. C'est-à-dire que le peuple doit s'arrimer à eux. Et l'univers doit s'arrimer à eux. C'est-à-dire que, en même temps le peuple, en même temps l'univers, doivent être obéissants à l'individu en question. Il devient donc ce qu'on appelle un despote, et il devient un déviant. C'est-à-dire que celui qui met en avant son ego, suite à son ignorance des véritables lois de l'univers, et suite à la mise en avant de ses intérêts égocentriques,
où il estime qu'il est supérieur à tout et que, comme on lui a donné le pouvoir, il est capable de faire ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Comme on en voit dans beaucoup de nos pays Actuellement. De l'autre côté, on a un souverain qui comprend que pour qu'il existe, il aurait fallu que sa mère et son père existèrent et que ses aïeux, c'est-à-dire les parents de sa mère et de son père existèrent et qu'il y a eu une généalogie qui lui aura permis de naître et d'exister. Donc il sait qu'il est conditionné par son peuple. D'autre part, il sait qu'il est conditionné par la nature parce qu'il respire, parce qu'il a besoin de manger la nourriture qui pousse dans la terre. Il a besoin de respirer grâce à l'œuvre des rayons solaires et de la végétation. Il a besoin de se purifier, de se désaltérer. Il a besoin, etc. Il se rend compte qu'en même temps, il est tenu par la nature, en même temps, il est tenu par son peuple. Il devient donc comme celui qui est la main de la nature et la main de son peuple pour pouvoir unir les intérêts et les influences et pour pouvoir œuvrer en harmonie avec son peuple et en harmonie avec l'univers. Mais à côté de ça, est-ce qu'il n'y a pas la prédestination également? Justement, c'est pour ça qu'on dit donc, dans la prédestination, donc, on embraye immédiatement parce qu'il fallait d'abord présenter les deux types de souverains. Un souverain qui pense que lui, il est une monade. Et il est le centre du monde. Il est le centre du monde et qu'il n'a pas besoin de l'assentiment des autres, de la sensibilité. C'est-à-dire qu'il ne tient pas compte de ce que les autres doivent converger vers lui, y compris la nature. Et lui-même, il est capable de modifier le cours du temps, de modifier le droit de l'univers et l'ordre des choses, parce qu'il est tout puissant. Nous avons donc un modèle de dirigeant d'ordre septien, et de l'autre côté, d'ordre mahatique. Nous avons donc deux types. Maintenant, la prédestination est issue de l'alignement des astres. Qu'est-ce qu'on entend par prédestination? La prédestination, c'est ce qui, avant qu'on ne naisse, détermine les actes que nous allons poser lorsque nous allons naître. Très bien. Détermine le type de personne que nous serons face à notre société, face à la nature et face à nous-mêmes. Donc, la prédestination elle-même se dessine à travers les principes qui sont, sur le plan de l'univers, l'alignement de certaines étoiles et de certaines énergies, les étoiles et les planètes qui émettent certaines vibrations particulières à certaines périodes du temps. Il y a ceux qui sont nés le mois de mars, ceux qui sont nés le mois d'avril, ceux qui sont nés, encore que ce ne sont pas les mois négro-africains. Nous, on parle de Djéouti, on parle de Ipet, on parle de Messoura, on parle de Renunutet. On va revenir un jour sur le calendrier négro-africain. On n'y a pas les histoires de janvier, février, non, on ne connaît pas ça. Mais comme on parle un langage que tout le monde doit comprendre pour l'instant, il y a donc ceux qui sont nés en janvier, qui sont nés sous un champ de force. C'est-à-dire les planètes et les étoiles se sont alignées à cette période de temps et déterminent donc les énergies qui vont atteindre la conscience des deux partenaires, du père et de la mère, pendant la période de copulation oui. Ou la période d'acte sexuel. Et laquelle période donc se déroule pendant la période féconde de la femme. Il y a même l'état de la lune aussi à cette période-là. Donc, il y a tous ces éléments de l'univers et le temps qu'il fait, la saison qu'il fait, qui détermine donc les caractères des individus et les tempéraments des individus. Il y a donc des périodes de l'année ou des périodes de saison ou des périodes du mois où certains individus qui peuvent être des bons gouvernants doivent naître. Et il y a d'autres périodes où des mauvais dirigeants naissent et ne tenant pas compte des périodes où ces gens sont nés et qu'on se limite juste au niveau de la succession parce que c'est le fils de tel, il doit devenir forcément roi ou chef. On se retrouve dans la confusion et dans le chaos où certaines personnes peuvent venir décimer leur propre peuple, transformer leur peuple de bien-être en état de misère et appauvrir leur peuple et même devenir une peste pour leur peuple. Je ne te coupe pas, frère, juste une transition pour poser la question, celle de savoir, une fois, n'est-ce pas, que cet enfant est né, quelles sont les entités capables de faire
ou alors d'avoir une lecture qui démontre effectivement qu'un tel qui est en train de pas les entités, les responsables. Ou alors les responsables, je veux le dire. Sur le plan humain. Capable justement de faire une lecture qui permettrait à l'enfant de rester dans son orbite et surtout de savoir effectivement que c'est un grand leader, notamment politique, qui est né. Tout dépend de la période, frère. Parce que même les responsables qui doivent lire, s'ils se retrouvent dans une phase où il y a éclipse de la lune et du soleil, ou alors dans des périodes où il y a des nuits noires, où il n'y a pas de lune la nuit, et où le soleil en journée est obscur, n'est-ce pas? Ça là sera difficile, même ces oracles-là, de pouvoir détecter celui qui arrive. Mais s'ils s'en tiennent à la lecture de l'univers, parce qu'on ne regarde pas seulement les signes de la grossesse, on ne regarde pas seulement les marques que l'enfant va naître avec sur le corps, on ne regarde pas seulement la morphologie de la femme pendant la période de gestation, on ne regarde pas seulement ce que les animaux nous disent, ce que les oiseaux nous disent et ce que les fourmis nous disent. Il faut aussi aller plus loin en contemplant le temps, la lune, le soleil, les étoiles. Quelles sont les marques qui apparaissent au ciel pour nous désigner celui qui arrive? Et donc ça fait que lorsque un peuple est dans une situation de désordre temporel, parce qu'il y a eu des périodes comme ça, même dans l'Égypte pharaonique, pendant cette période de trouble, certains oracles sont incapables de détecter qui est en train de venir. Précision, voilà. Parce que, je prends un exemple, on sombre dans la famine, tout le monde a faim. Vous pensez que les oracles auront vraiment le temps de bien scruter ce qu'il faut scruter? C'est pas toujours Une période de la famine entraîne aussi parfois l'avènement des mauvais souverains. Et là aussi, c'est quelque chose qui rentre toujours dans la notion de prédestination. Parce qu'il y a des pôles, des polarisations, le basculement des pôles qui peuvent donc créer des perturbations même au niveau des consciences humaines et même au niveau des naissances pour faire venir un purificateur. Et le purificateur là peut être un dictateur, un méchant qui va zigouiller toutes les personnes qui étaient en train d'entacher un certain ordre et tout ça. Ou alors qui va venir rectifier toutes les personnes qui étaient déjà dans une situation d'orgueil. Parce qu'il y a aussi l'orgueil qu'il faut combattre. Et c'est l'orgueil qui entraîne le despotisme. Donc il y a ces esprits qui peuvent venir pour faire la guerre contre les orgueilleux, pour faire la guerre contre les pervers, pour faire la guerre et rétablir l'ordre qu'il faut. Si nous prenons l'exemple de nos États aujourd'hui, si un individu comme celui-là arrive, on va le considérer comme un septien, mais il n'est pas forcément un septien. C'est celui qui peut venir accomplir l'œuvre de la Maat. Mais là maintenant, le septien, quelle est la différence entre celui-là et le septien? Sa différence entre lui et le septien, c'est que le septien, après avoir fait ce qu'il a fait... Même si parfois au début leurs actes sont similaires. Non, sont similaires. La différence entre celui qui vient rétablir l'ordre et le septien, c'est que le septien va chercher à pérenniser le système de la perversion. Très bien, voilà. Le système de perversion, de corruption, d'influence négative, de dégénérescence et tout ça. Le septien, lui, va vouloir pérenniser ça. Alors que celui qui est venu établir la Maat, après avoir fait ce qu'il aura à faire, il peut décider même de laisser le pouvoir et de permettre maintenant à quelqu'un d'autre de venir continuer l'œuvre dans le bon ordre. Donc, il y a ce type d'éléments. Quand on parle de prédestination, ça dépend du temps, ça dépend de l'espace, ça dépend de la saison, ça dépend de l'alignement des astres, ça dépend des influences des énergies et ça dépend de la loi des cycles. Donc, cela nous amène donc à nous acheminer sur la notion de succession. Justement, j'allais poser la question de savoir, une fois que ce leader est arrivé, il a apporté à son peuple l'harmonie, la sérénité et tout ce dont son peuple a besoin pour son épanouissement. Maintenant, une fois que ce leader-là n'est plus là, comment trouver son successeur qui viendra pérenniser, n'est-ce pas, ce dont il a déjà inséré au sein de la population, la notion de succession justement. Et on va ouvrir parenthèse dans une autre parenthèse pour descendre jusqu'au plan de nos chefferies traditionnelles ici, pour savoir comment est-ce que la succession justement se fait dans ces cas-là. La notion de succession, il faut faire un compte rendu historique. Parce qu'il ne faut pas que les gens aient l'impression que nous sommes en train de spéculer. Il faut toujours donner des éléments historiques
qui seront comme des exemples concrets et réels en ce qui concerne la notion de prédestination et la notion de fonction. Donc, lorsque nous entrons par exemple dans l'Égypte pharaonique, qui est le premier, l'empire nubo-égyptien, qui est le premier empire de l'histoire de l'humanité, et la première civilisation de l'histoire de l'humanité, nous voulons quand même rappeler en quelques mots que lorsque nous parlons de l'empire nubo-égyptien, cet empire est né de la Nubie. C'est la Nubie, c'est-à-dire la zone qui arrive jusqu'à la frontière des Grands Lacs. Et laquelle Nubie elle-même, qui est la première civilisation, cette civilisation est impulsée par les Shemsuhor, qui sont les grands initiés issus des Grands Lacs, de la zone des Grands Lacs, c'est-à-dire les Bantous, les Anous. Hein? Là, on ne parle pas des Yaoudés que les incultes des réseaux sociaux évoquent, parce qu'ils nous disent que il y a les Yaoudés d'Afrique centrale. Il faut que j'apporte une petite clarification. Il faut faire la différence entre les Anous et les Amous. Voilà. Il y a les Amous qui sont les Sémites, qui sont originaires d'Irak, de la Syrie, de la Turquie, de l'Iran, de la Jordanie, jusqu'à dans toute cette zone-là. De l'ancienne Mésopotamie. Voilà, c'est les Amous. Maintenant, les Anous, parce que quand on dit Anou, c'est le pluriel. Le mot Anou vient de Ani. Et il y a même un prêtre, un grand prêtre, celui qui a le plus grand nombre de papyrus dans le livre des morts des anciens Égyptiens, s'appelle Ani. Et il a les papyrus les plus complets, comme le chapitre 125, où il y a la confession négative, les 42 lois de Maat. C'est lui qui a écrit ça. Quand il parle des phases d'initiation, de mort, de résurrection, c'est Ani qui a écrit ça. Et les égyptologues lisent ça Ani. Ce n'est pas Ani, c'est Ani. Ane, Ani, il est. Voilà. Donc quand on dit Anou, c'est l'ancêtre qui meurt, qui part et qui revient. C'est-à-dire le réincarné. C'est ce que les Médounétaires nous disent. Je ne parle pas sur mon propre compte. Donc quand on dit Ane, ça veut dire qu'il est toujours, il est permanent. Donc en réalité, c'est les ancêtres réincarnés qui ont créé la civilisation nubienne et qui ont plus tard créé la civilisation égyptienne. La preuve en est qu'à chaque fois qu'il y avait crise, l'ordre venait toujours du sud pour réconcilier le conflit et pour rétablir l'ordre. Partant des Shemsuhor, en passant par le pharaon Namer, qui a unifié la haute et la basse Égypte, en passant par le pharaon Kassekemoui, qui suite à la période des troubles a unifié une fois de plus la haute et la basse Égypte, en passant par le pharaon, les Amenemhat, Montuhotep Ier, qui suite à la guerre civile survenue à la fin de la 6e dynastie, qu'on a appelée la première période intermédiaire, la période du Moyen Empire est donc restaurée, c'est-à-dire le Moyen Empire est instauré par des souverains nubiens, c'est-à-dire dans la Haute-Égypte, les Amenemhat, les Montuhotep, qui viennent donc rétablir l'ordre. C'est la même chose qui se passe suite à la crise Hyksos. Lorsque les Hyksos envahissent, c'est les gens de la Haute-Égypte, c'est-à-dire les Sekenereta, les Kamosé, les Yamese, qui viennent restaurer l'ordre. C'est la même chose qui se passe suite à la crise de la 18e dynastie sous le Amenhotep III, Amenhotep IV et toute leur succession, c'est-à-dire cette bande d'Akhenaton et sa descendance. Les prêtres d'Amon, issus de la Haute-Égypte, c'est-à-dire les Noirs, les Nègres du Sud, viennent rétablir l'ordre sous le bras armé du pharaon Horemheb. C'est la même chose qui se passe lorsque les Ramsès, la dynastie des Ramsès, sombre dans le déclin de la perversité et de l'arrogance, que les prêtres d'Amon eux-mêmes cette fois-là décident de prendre le pouvoir, parce que après Ramsès IX, il y a une réforme qu'on appelle Ouhemmesout, la première fois qu'on utilise l'expression Ouhemmesout, ou bien Ouhemmesout, la Renaissance. On dit donc le renouvellement des consciences. Et donc, qui instaure ça? C'est le pharaon Herihor. Et suite à sa suite, il y a le Pinedjem Ier, tous ces gens-là, qui sont donc les prêtres d'Amon, qui décident de reprendre les choses en main. Et donc, par la suite, on se rend compte que même après les invasions assyro-babyloniennes, grecs et perses et grecs et romaines plus tard, les prêtres d'Amon continuent de veiller à conserver la pureté dans la pensée négro-africaine en combattant les souverains grecs et les souverains romains qui étaient des pervers, les fils de Zeus, l'homosexuel. Donc, le patriotisme
le combat pour la pureté a toujours été garanti par les négro-africains, c'est-à-dire les gens issus de la zone des Grands Lacs qui ont créé la civilisation nubienne et la civilisation égyptienne plus tard. Donc, on était sur le point de la succession. Mais avant, je pense que il faudra qu'on pense justement à une série d'émissions sur le règne des monarques en Égypte. C'est extrêmement important. Une émission ne peut pas suffire pour déterminer le règne, n'est-ce pas, des monarques en Égypte. Avec tout ce que tu ressors là, c'est extrêmement important. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas poursuivre parce que ce n'est pas la thématique. Voilà. Je voulais donc mettre une virgule sur les Yaoudés. Qui sont les Yaoudés? Les Yaoudés, voici. Est-ce qu'on peut encore nous afficher la figure de la palette de Namer? Les missions, nous invitons, voilà, les gens qu'on tient sur les cheveux là, qui sont nus là. Donc c'est les Amous qu'on appelle les Yaoudés. Donc les nègres qui disent qu'ils sont les vrais Yaoudés de la forêt équatoriale, c'est des incultes en réalité qui se chient à quoi? À une stèle qu'on appelle Tel El Yaoudé, qui aurait été retrouvée sur les sites de Ramsès, c'est pas Ramsès II, et que c'est Ramsès II qui a construit ça, des trucs comme ça. Hein? Mais comment s'appelait ce site à Médoune-Terre? Hein? Tel, c'est l'arabe. Elle, c'est l'arabe. Hein? À Médoune-Terre, ça s'appelait comment? Vous allez donc constater que ce n'est pas, ça n'a rien à voir. Ça ne veut pas dire que comme c'est Ramsès II qui a construit ça, ça veut dire que c'est comme ça qu'il appelait ça. Et en plus, Ramsès II vient à la période où il y a déjà eu les Hyksos, ou Amenhotep III, Amenhotep IV, qui a pour grand-mère une sémite, Moutemouya, c'est-à-dire une Amou. On retrouve donc des éléments du culte, du culte des Hyksos qui perdurent. Et c'est pour ça que les prêtres d'Amon vont venir plus tard pour purifier ça. Donc tous les nègres qui disent qu'ils sont les Yaoudés ne sont pas les Africains, qu'ils aient habité en Irak, en Syrie et tout ça, pour aller retrouver leurs ancêtres là-bas. Parce que nous sommes les Anous, nous ne sommes pas les Amous. Il faut distinguer les Amous et les Anous. Les Anous, ce sont les Sémites. Parce qu'en fait, la plupart des gars qui parlent de ça, c'est les gars qui se cramponnent sur la Bible. Pour dire que, comme Cham a été maudit, c'est les Kamites. Parce que quand on dit Cham, c'est Kam, c'est-à-dire l'Égypte. Hein? Eux, ils sont les Sémites, c'est-à-dire les Yaoudés. Voilà. En fait, ça cache des gens qui veulent continuer de dire qu'ils sont les vrais chrétiens, ils sont les vrais judaïstes, les vrais francs-maçons. C'est ça en réalité. Tous ceux qui disent qu'ils sont les Yaoudés là, en réalité, c'est des gars qui sont des chrétiens et qui pensent que la Bible est un livre sacré. On a montré la dernière fois que c'est le livre de Satan. Des Sétiens. Des Sétiens. Donc, ces gens qui disent donc qu'ils sont les Yaoudis et machin, ce sont les gens qui vouent le culte à Seth, à Baal, à Yahweh. Donc, nous ne nous reconnaissons pas en eux. Ils doivent donc rejoindre Israël avec les Arabes. Ils s'unissent à eux là-bas. Voilà la terre là-bas avec leur Bible et leur Coran. Qu'ils aillent là-bas. D'accord. Voilà. Donc, la succession... Oui, je propose, frère, je propose qu'on souffle un peu. Nous sommes à 1 heure d'émission exactement. Je propose qu'on prenne 10 secondes de transition, le temps pour nous de prendre un verre d'eau du côté de la régie. Et puis on revient donc pour suivre avec la succession et puis clôturer l'émission. Tout à fait. Une transition du côté de la régie. Il faut qu'on apprenne. Retour sur le plateau, vous écoutez l'émission Sagesse Kamite avec le frère Toth Abonné. Je rappelle qu'il est ontologue, métaphysicien et égyptologue. Avec lui, ce matin, nous abordons la thématique sur la cosmologie et le système de politique. Alors frère, on va revenir pour achever le point sur la succession, pour avancer justement dans l'émission. Donc, la notion de succession
embraye à la notion de prédestination. C'est-à-dire que, d'après le modèle politique, il y a des modèles de succession. D'une part, le modèle sétien, c'est-à-dire des hommes qui veulent mettre en avant leur ego, leur hégémonie, leur volonté exacerbée de puissance, quitte à aller à l'encontre des lois de l'univers et quitte à s'en foutre de leur peuple, malheureusement, comme ce que nous observons aujourd'hui avec l'élite politique africaine et occidentale. Voilà. Parce qu'en réalité, l'élite politique africaine est calquée sur le modèle occidental. C'est pour ça qu'on ne peut pas compter sur eux, y compris tous les partis politiques qui existent aujourd'hui. Tous ces partis politiques sont gouvernés par des francs-maçons. Vous allez être surpris que bien que j'ai une si grande influence sur la conscience de la jeunesse, les gens se poseraient la question, pourquoi je ne travaillerai pas en collaboration avec certains leaders politiques qui ont des partis politiques pour pouvoir mettre en œuvre ce que je diffuse comme enseignement et ce que tous les frères Kamit diffusent comme enseignement. Justement, c'est parce que dans tous les partis politiques que j'observe dans nos États en Afrique, aucun parti politique n'est gouverné par celui qui part de la racine ancestrale. Ces partis politiques sont des fabrications maçonniques, ou tout au moins des fabrications par des individus maçonnisés et rosicrucianisés. Est-ce que ce n'est pas une prétention de ta part? On est sûr que tous ces partis politiques justement sont inféodés par le système franc-maçon et autres. La première chose que je vais dévoiler aujourd'hui, c'est que dans tous les programmes politiques que j'ai suivis depuis que je suis né, je n'ai jamais suivi un leader politique dire qu'il faut qu'on construise les temples traditionnels. Je n'ai jamais suivi un leader politique dire qu'il faut que dans le système éducatif, on introduise la philosophie de nos ancêtres, la médecine de nos ancêtres, le droit à partir de nos langues, et notre modèle économique et notre modèle politique. Je n'ai jamais suivi ça. Je n'ai jamais suivi un leader politique dire qu'il faut qu'on construise les centres culturels qui font la promotion des valeurs négro-africaines. Je n'ai jamais suivi un leader politique dire qu'il faut qu'on remodèle le modèle cinématographique afin que les films qui traduisent la sagesse africaine soient diffusés. Je n'ai jamais suivi quelqu'un dire que le type de musique qui est diffusée ne doit plus être diffusé parce que c'est une musique perverse. Il faut plutôt promouvoir une musique éducative basée sur la sagesse africaine. Je n'ai jamais suivi quelqu'un dire qu'on doit faire la promotion du modèle ou des modèles vestimentaires négro-africains, c'est-à-dire que construire un grand centre où les tissus comme le ndop, comme le lobom, comme le pagne et tout ça sont promus. Je n'ai jamais suivi quelqu'un dire qu'il faut qu'on redonne le statut initiatique. Aucun leader politique dit qu'il faut qu'on redonne le statut initiatique prépondérant aux femmes parce que c'est elles qui organisent la société. Donc face à ce constat, je me rends compte que c'est des gars qui s'arriment au modèle politique occidental et par conséquent, comme les Occidentaux ont implanté les religions qui sont les leurs et les cercles ésotériques qui sont les leurs, ne peut créer un parti politique. Et un parti politique ne peut être viable sur la base des principes qu'ils ont élaborés pendant la colonisation et lesquels principes continuent d'être pérennisés, tel le système éducatif et autres. Il est donc évident de tirer une conclusion, à savoir que tous les leaders politiques actuels sont arrimés au modèle occidental. C'est pour ça que franc-maçon. Et donc franc-maçon, c'est pour ça que je ne me reconnais pas en eux. D'accord. Et c'est pour ça que je garde mes distances vis-à-vis d'eux. Donc, lorsque nous avons fait ce constat, qui est un constat évident, assez clair, il était important, n'est-ce pas, de faire indiscutable, cette précision, oui. Nous nous rendons compte que, en ce qui concerne la notion de succession, la prédestination doit être mise en avant. Et dans cette prédestination, nous devons tenir compte des époques, des échanges d'énergie, des saisons, dans l'alignement des astres et de tout ce dont nous avons fait mention, pour pouvoir faire le choix du véritable successeur. La succession n'est pas une affaire de père en fils. Parce que la succession cantonnée dans la notion de père en fils est une succession
qui ne tient pas compte de ce qu'on appelle l'ordre mahatique. Parce que la Mahat, oui, on dit, c'est vrai, si le père était roi, il faut que son fils lui succède. Mais est-ce qu'on est sûr que son fils est vertueux comme son père l'était? Très bien. Maintenant, si on dit que le père n'a pas eu d'enfant et que c'est son frère qui doit lui succéder, est-ce qu'on est sûr que son frère a les vertus qui pourraient permettre de pérenniser l'œuvre positive de son père, de son frère? Une autre question. Est-ce que si un homme a un fils et que son frère est expérimenté et son fils est encore faible, ou tout au moins il est considéré comme faible, est-ce que cela implique forcément que comme son frère est expérimenté, il sera un bon chef ou un bon roi? C'est notamment le cas entre le pouvoir d'Osiris qui se dispute entre Seth et Horus. Seth déclare que lui, il est très puissant, il jette les éclairs, il a une virilité très très désordonnée qui perfore tous les trous et tout ça. Et que Osiris, lui, il est même encore naïf et que c'est à lui de lui enseigner ça. N'est-ce pas? D'où donc les nègres résolvent le problème comment? Le matriarcat. Nous avons donc deux modèles de société au niveau de la succession. La succession peut être patriarcale, et là on peut sombrer, on peut aller de chaos en chaos. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'histoire de la Grèce n'est qu'une histoire de guerre. C'est-à-dire, ça commence d'abord au niveau des dieux. Parce que le premier à commettre le parricide, à tuer son père, c'est Zeus, qui tue Chronos. Donc, pendant que les divinités africaines sont en conflit pour un sémataoui, c'est-à-dire pour une harmonisation, les divinités grecques vont de massacre en massacre. Et c'est ce qui se répète exactement dans l'histoire grecque et plus tard dans l'histoire romaine, avec le meurtre de César par ses propres gens, César Auguste et tous ces gens-là. Quand on lit l'histoire de Rome, c'est une histoire de massacre. C'est la même chose qui se passe avec les Arabes. L'histoire des califes qui se massacrent entre eux. C'est la même chose qui se passe avec les rois d'Israël qui se trahissent et se massacrent entre eux. Ça se passe aussi ici chez nous en Afrique, si on revient en Afrique. Ça, c'est très tardivement. Parce que dans nos chefferies jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que... Je vais en venir justement, je dis, voilà. C'est suite à l'influence culturelle que l'Afrique subit ce qu'elle subit là. Il fallait d'abord situer les choses dans l'Antiquité, dans la mythologie, dans l'histoire des civilisations, notamment la civilisation nubo-égyptienne, et les seuls pharaons qui ont été tués dans l'Égypte pharaonique, ils ont été tués par qui? Ils n'ont pas été tués par d'autres pharaons. Ils ont été tués par le peuple. Les premiers pharaons à être tués par le peuple, ce qui a conduit à la guerre civile, c'est le pharaon Téti, qui a été tué par son gardien d'âme, par son vizir et son chef de cuisine, qui ne se reconnaissait pas en lui. Son fils, l'autre était obligé de renforcer sa garde, pour pouvoir se protéger. Après, Merenred II a été tué lui-même, n'est-ce pas? Et il a été tué par qui? Par la révolte populaire. C'est le peuple qui s'est insurgé, qui a renversé, ne se reconnaissait pas dans les mœurs. Et c'est la même chose qui se passe avec Akhenaton. Les prêtres d'Amon et tous les gens du sud ne se reconnaissent pas dans Akhenaton. Il dit c'est un sang mêlé. Et il est en train d'introduire la peste dans le royaume. La preuve est que son père est mort de malédiction, parce que Amenhotep III, le père d'Akhenaton, est mort de lèpre. Et la lèpre, jusqu'aujourd'hui dans la tradition africaine, est le symbole de la malédiction. Donc si son père est mort de lèpre, ça veut dire que c'est des impurs. Et donc il faut purifier. Et elle a même été déshonorée. Et donc Akhenaton lui-même à son tour, il est déshonoré, il est désacralisé. Donc ça fait que lorsqu'on se rend compte de tout ça au niveau de l'histoire, on constate une chose, c'est que le peuple noir, à chaque fois qu'il ne se reconnaît pas en quelqu'un, en fait, ce qu'il a toujours fait. Mais aujourd'hui, on constate que les gens sont devenus amorphes. Ils ne réagissent plus. Face à ça, on va en venir à ce qui concerne nos chefferies. Mais je voulais terminer en disant que le modèle patriarcal fait que la succession se passe toujours par les meurtres, les massacres, la déviance et tout ce que vous constatez. Mais dans le modèle matriarcal... À aucun moment dans l'histoire, est-ce qu'il n'y a pas eu de succession patriarcale qui a marché? De toutes les façons, à 90%,
c'est des successions qui ont toujours tourné vers des épisodes sanguinaires. D'accord. Jusqu'aujourd'hui, regardez aux États-Unis. Vous voyez le combat qu'il y a là-bas. C'est un combat épique. Regardez maintenant même dans l'histoire de l'Angleterre. Actuellement, il y a eu une succession. La reine, elle est morte et son fils a pris le pouvoir. Mais au sein même du royaume, il y a déjà les conflits. Parce que les princes sont en conflit. Mais qui vous dit qu'après la mort, parce que celui qui est là ne va pas faire 20 ans. Il est déjà tellement vieux. Sauf s'il va mourir à 150 ans. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer entre les princes là? Ils vont se discuter forcément. Voilà. Donc, on voit déjà le périclitement d'une monarchie. La monarchie est en train de péricliter. Et ne soyons pas surpris que d'ici 50 ans, cette monarchie vole en éclats. Donc, c'est des leçons de l'histoire. L'histoire nous a toujours montré ça. Alors que de l'autre côté, parce que là-bas, la succession, elle est automatiquement soit issue d'une guerre, soit alors une succession de père en fils ou de mère en fils. De l'autre côté, dans le système matriarcal, la succession, elle est mahatique. Que signifie une succession mahatique? C'est que ne peut succéder au roi ou au monarque que celui qui a les valeurs de pouvoir pérenniser la stabilité, la prospérité, l'harmonie et le bien-être collectif. Parce que la mère étant celle qui rassemble les deux bras, la mère, c'est elle qui est au cœur de la véritable succession. C'est pour ça que la succession, pendant l'Ancien Empire, de l'Empire nubo-égyptien, était essentiellement une succession matriarcale. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu une grande prospérité pendant cette période. Pendant le Moyen Empire, la succession était toujours d'ordre matriarcal. Et donc, ce matriarcat, qui est donc le symbole de la balance, de l'équité et de l'harmonie, fait en sorte que c'est la femme qui vient faire la part des choses. Cet enfant qui est né, il est né avec ça. Parce que moi-même, dans mon ventre, j'ai senti ceci. Il ne peut pas être un bon gouvernant. C'est la mère qui décide que son fils ne peut pas gouverner. Et c'est la mère qui peut décider que, parce qu'on prend toujours, soit chez l'oncle maternel, c'est toujours du côté maternel que la filiation royale se passe. Puisque c'est le matriarcat. Donc voilà, donc la filiation royale se passe via la courroie matriarcale. Parce que c'est le cordon ombilical. Et c'est la femme qui recueille, parce que c'est elle qui reçoit. Comme vous voyez la couronne de la déesse Hathor, c'est elle qui recueille les énergies du haut pour pouvoir les diffuser sur terre. Et donc c'est elle qui est donc à même de donner la place. C'est pour ça qu'on dit Mahata, c'est-à-dire celle qui met chaque chose à sa place. Et qui ordonne chaque chose, parce que chaque chose étant à sa place et aussi en relation avec les autres choses, et dans cette union, dans cette interréaction, il y a coordination, il y a harmonie et il y a intercommunication. Donc c'est la femme qui ordonne tout. Dans le système matriarcal, le pouvoir se transmet donc par la voie féminine. Mais aujourd'hui, on constate que ce n'est pas le cas. Mais avant d'arriver aujourd'hui, on va évoquer le cas du Moyen-Âge. On a même le cas de Hatshepsut. Oui, le cas de Hatshepsut. Comment est-ce qu'elle a gouverné? Il faut qu'on lise ça pour qu'on comprenne très bien comment le système matriarcal gère les choses. Parce que dans l'Égypte pharaonique, les femmes pouvaient devenir pharaons, comme les hommes pouvaient devenir pharaons, depuis la période Tzinite, en passant par l'Ancien Empire, en passant par le Moyen Empire, jusqu'à la fin de la chute. D'accord, justement, j'ai trouvé un extrait de Hatshepsut. Il faut dire que c'était une pharaone qui a régné autour de 1450 avant l'ère actuelle. Elle dit ceci, je cite: « J'ai accompli cette œuvre avec un cœur aimant pour mon père Amon, initié à son secret de l'origine, instruite grâce à sa puissance bénéfique, je n'ai pas oublié ce qu'il avait ordonné. Ma majesté connaît sa divinité. J'ai agi sur son ordre. C'est lui qui me guida. Je n'ai pas fait le plan de l'œuvre, hors de son action. C'est lui qui m'a orienté. Je ne me suis pas assoupi, car je me préoccupais de son temple. Je ne me suis pas écarté de ce qu'il avait commandé. Mon cœur était intuition devant son Père. Je suis entré dans l'intimité des plans de son cœur. Je sais que Kamat est la lumière sur terre, le tertre vénérable de l'origine, l'œil sacré
du maître de l'univers, la totalité. de la totalité. Oh, merci frère Nyamsi, je peux te serrer le bras. Ça dit, lire cet extrait doit faire chaud au cœur et doit interpeller ces leaders-là qui disent qu'ils sont les immortels, qu'ils ont déjà implanté leur pieuvre. Voilà une dame qui parle. Et c'est le cœur qui parle. Hatshepsut. Hatshepsut. Elle était pharaon. La reine Hatshepsut. Je crois que j'ai fait l'erreur, c'est autour de 1500 qu'elle a régné. 1500, avant l'ère actuelle. Donc, voilà le modèle de leader que les Africains doivent avoir. Le leader qui dit, ce n'est pas moi. Tout ce que je fais, c'est la volonté divine pour le bien-être collectif. Ce n'est pas que moi je veux. Au nom de moi, au nom, il subjugue tout le monde, il écrase tout le monde. Et elle parlait respecter scrupuleusement les préceptes divins. Voilà. Et ces principes divins qui sont aussi un héritage. Parce qu'elle-même étant initiée, elle a suivi la tradition de ses ancêtres. Et là, elle appelle quelle divinité? Il faut relire. Elle parle de qui? Elle parle de Seth ou bien Amon? Non, c'est Amon, bien entendu. Voilà, nous tous on a compris que le vrai Dieu des négro-africains, donc Hatshepsut, était une pharaon qui était issue de la tradition orthodoxe, c'est-à-dire des lignes droites du respect de nos valeurs ancestrales. Elle ne s'est pas écartée de cette voie et elle-même précise que je ne me suis pas écartée. Voilà. Voilà donc le modèle de roi ou de reine ou de monarque. Nous allons évoluer à l'Afrique du Moyen-Âge. Voici ce qu'on nous dit. Un royaume Yoruba est donc une sorte de fédération de villes. C'est notamment le modèle égyptien avec les 42 noms. C'est la même chose qui se reproduit ici. Parce que nous sommes dans le royaume Oyo et Yoruba. D'accord. Donc un royaume Yoruba est donc une sorte de confédération de villes. À la tête du royaume Oyo, par exemple, il y avait un Alafin, roi. Il était appelé compagnon des dieux. Mais la durée de son règne semble avoir été limitée originellement à 14 ans. Chaque ville soumise à son autorité avait une organisation autonome. La décentralisation. À caractère mi-démocratique, mi-aristocratique. C'est-à-dire qu'on tient compte des besoins du bas peuple et on tient compte de l'élite pensante. Parce que l'aristocrate, c'est les gens qui pensent. Le peuple, c'est les gens qui sont dans les basses besoins et les envies de manger, de boire et de creuser le sol. De l'autre côté, on dit mi-aristocrate, mi-démocrate. Les villes les plus éloignées d'Oyo, comme Ijebu, Egba, Ilesha, jouissant d'une autonomie plus prononcée, l'Alafin était assisté d'un conseil d'État de 7 membres appelés les Oyomesi, qui étaient les grands électeurs du successeur du roi. Comme Omosi, il faut d'abord préciser que Messi signifie ceux qui sont nés de. Donc Oyo était une divinité. Donc ceux qui sont nés de la divinité Oyo. Voilà. On dit, Alafin était assisté d'un conseil membre appelé Oyo Messi, qui étaient les grands électeurs du successeur du roi. Comme Omosi, c'était des non-nobles. À l'origine, ils étaient des non-nobles, c'est-à-dire des gens qu'on pouvait prendre dans la population. Voilà. À l'origine, ils avaient coutume de choisir automatiquement le fils aîné, l'Aremo. Mais ils remarquaient, le fils aîné pour la succession, ils remarquaient bientôt que cette règle entraînait parfois des parricides. C'est-à-dire que le fils aîné tue son père pour prendre le pouvoir, de la part des héritiers pressés. Ils décidèrent donc que désormais le fils aîné serait associé au pouvoir royal. C'est-à-dire que le fils aîné devait régner avec son père, mais devait mourir en même temps que son père. Les gens d'Oyo, par l'intermédiaire de leur chef de quartier et de famille, avaient d'ailleurs un moyen de contrôle terrible sur leur roi. Quand ce dernier s'était rendu coupable d'exactions ou de crimes scandaleux, il lui faisait porter une calebasse vide ou bien des œufs de perroquet. C'est le premier des Oyomesi qui était chargé de porter au roi cette terrible motion de censure. Il s'adressait d'ailleurs à lui en termes empreints d'humour noir. Nos séances de divination, lui disait-il, nous ont révélé que votre destin est mauvais et que votre Haroun, le double céleste, c'est-à-dire votre double céleste, ne tolère plus votre séjour ici-bas. Est-ce que les nègres peuvent parler comme ça actuellement aux gens qui sont là? Nous vous demandons donc d'aller dormir.
Le sommeil étant le frère de la mort et la mort étant le frère du sommeil, c'est que le sort était scellé. Le souverain devait aussitôt s'empoisonner. Le chef d'une cité Yoruba était le Balé, dont l'élection devait être en principe entérinée par la Lafing d'Oyo et même par l'Oni d'Ifé. Mais la réalité du pouvoir était détenue par un collège de notables qui se recrutait par cooptation. Et donc, le leader était le Lovo Oba. Et le système de cooptation, c'est en termes de génie, en termes de valeur, en termes de capacité naturelle. Ce n'est pas en termes de faiblesse d'esprit, de capacité d'être facilement manipulé, comme on voit aujourd'hui. On cooptait les gens en fonction du génie et des valeurs qu'on voyait en eux. Exactement. Cette sorte de Sénat faisait office de gardien de la coutume, de cour suprême ou de cour sûreté de l'État. Dès son élection, le Balé devait jurer d'être à chaque instant à la disposition du peuple. Et en particulier des plus pauvres et des malades. Est-ce que vos leaders le font aujourd'hui? Non. Et de distribuer la justice avec une impartialité qui ne tienne aucun compte des catégories sociales. Que tu sois milliardaire, que tu sois ceci, cela, on ne regarde pas ça. Si tu as commis du mal, on t'attaque et on te sanctionne. Il était assisté dans l'administration de la ville par une cour dont les titres étaient jumelés, chaque poste ayant deux titulaires, l'un de la main gauche et l'autre de la main droite. Voilà donc un système politique négro-africain, pré-colonial et digne d'une Afrique matérielle. Après avoir suivi ce que la reine a dit, voilà ce que avec ce système, le Yo-Messi, voilà. Je pense que c'est un modèle absolument qu'il faut appliquer aujourd'hui et qui cadre avec notre contexte. Voilà. On parle là de décentralisation, voilà. On parle là de démocratie, on parle du choix mi-démocratie, du leader, mi-démocratie, mi-aristocratie. Voilà. On parle du choix du leader. Voilà. C'est extrêmement important. Voilà. Ça veut dire que la notion de succession qu'on observe aujourd'hui dans nos villages est l'héritage de la colonisation. Pourquoi? Parce que les colons ont enlevé les prédestinés pour mettre les laquais qui aujourd'hui ont pérennisé le système de succession. Et lesquels chefs et rois aujourd'hui sont des francs-maçons à 90%. Parce que la plupart des chefs du village aujourd'hui soit sont influencés par l'idéologie maçonnique, soit sont purement francs-maçons. Et ne tiennent plus compte du bien-être collectif. Je prends l'exemple du chef de mon village. Là, nous sommes déjà dans les conséquences, parce que c'est vrai qu'il nous reste 7 minutes d'émission. Je prends l'exemple du chef de mon village. Je prends l'exemple des chefs de village de beaucoup de contrées qui ne priorisent que leurs propres intérêts au détriment de l'intérêt de la communauté. Et c'est ainsi que lorsque vous voyez dans un village le sol s'appauvrir, c'est parce que les ancêtres sont fâchés du travail que le chef fait. Et le sol s'appauvrit parce que les terres africaines sont d'origine fertile. Et donc la terre s'appauvrit parce que le chef du village ne fait plus son vrai travail d'entretien de la faune, de la flore, d'entretien des familles, d'entretien de ceci. Et malheureusement, les pauvres familles sont victimes, les pauvres populations sont parfois victimes. Le chef du village lui-même se retrouve dans le clan des sorciers qui veulent neutraliser les génies, voler les étoiles des jeunes enfants et, je ne sais pas, détruire le destin de la jeunesse. Et on se retrouve donc dans un système purement septien qui a été introduit via l'influence culturelle issue des peuples septiens, c'est-à-dire des tribus nomades, sémites et indo-européens qui nous ont attaqués et qui ont infiltré leurs mœurs perverses au fil de l'histoire. Lorsque nous sommes entrés en contact avec eux, nous avons montré le véritable modèle politique négro-africain bâti sur un système de valeurs et leur modèle politique qui est bâti sur un autre système de valeurs. Je pense qu'il est temps qu'on vienne sur la notion de système de valeurs. Justement. Donc, nous voyons d'une part un système de valeurs issu des Sétiens, des fils de Seth, c'est-à-dire les Sémites et les Indo-Ariens, qui privilégient l'égocentrisme. On donnera quand même l'exemple ici chez nous en Afrique d'un pays, n'est-ce pas, qui est sorti de ce système-là et a gardé le système politique matriarcal. Ouais, on va donner un exemple. Donc, nous voyons donc que la logique septienne, parce que l'Occident a choisi Seth. On a monté cet épisode à travers l'invasion Hyksos, autour de 1600
50 avant l'ère actuelle, qui ont envahi l'empire nubo-égyptien. Mais ils ont juste envahi le nord, c'est-à-dire la zone du delta du Nil. Et ils ont donc infiltré leurs valeurs perverses telles que l'égocentrisme, l'individualisme, c'est pour ça que le salut chez eux est individuel, le matérialisme, l'égoïsme, hein? Le matérialisme qui engendre quoi? Le capitalisme, c'est-à-dire un seul individu est capable de s'enrichir autant qu'il peut. Tout pour moi, rien pour les autres. Tout pour moi, rien pour les autres, au détriment de l'intérêt collectif. Il privilégie ses intérêts à lui au détriment des intérêts collectifs. Il peut donc arracher les étoiles des enfants en qui il a vu des dons, ou une étoile rayonnante, ou un destin glorieux. Il fait tout pour s'unir aux septiens de sa contrée, pour attaquer tous les jeunes qui ont donc un signe de prospérité sur leur visage, ou des familles qui ont des signes de prospérité au sein de leur noyau. Voilà la logique septienne qui s'est révélée à travers la vision sémite et la vision indo-européenne de la réalité. Et ce système de valeurs-là est très présent dans nos pays en Afrique aujourd'hui. Ça, c'est à travers l'influence culturelle. Mais nous avons été colonisés, nous avons été réduits en esclavage, nous avons été attaqués par les Grecs, par les Romains, par les Assyro-Babyloniens. Il est normal qu'il y ait influence culturelle. Parce que lors du contact culturel, il y a des influences culturelles, bien évidemment. C'est pour ça qu'on peut retrouver, par exemple, dans le texte de Platon intitulé « Les lois », il parle de Némésis, qui est la maths en réalité. Parce que dans les lois de Platon, il parle de la loi distributive, où celui qui reçoit, à un certain moment, doit être capable aussi de donner. Et pas de donner en termes de choix, mais de donner à quiconque a un besoin. Parce que le don chez les francs-maçons, c'est entre les fraternes, c'est-à-dire entre eux, dans leur même cercle-là. Ceux qui ne sont pas avec eux, c'est pour ça qu'ils posent toujours la question, il est avec nous. Je suis avec vous, que vous êtes quoi? C'est moi qui fais de vous ce que vous êtes. Quel qu'en soit ton degré d'intelligence, tant que tu n'es pas frater, tant que tu n'es pas avec eux, tu ne les intéresses pas. Si quand bien même ils voudraient te donner un truc, c'est 2000. Mais entre eux, frater, ils peuvent facilement sortir 5 millions, 10 millions, 100 millions, 1 milliard, parce que c'est son frère, dans son clan. Ou quand il sent qu'il peut tirer quelque chose de toi via la sodomie, il peut te donner tout ce que tu veux. Donc voilà la logique septième qui s'est répandue dans le monde à travers l'impulsion sémite et indo-européenne et qui aujourd'hui affecte gravement nos États. Donc, nous avons retenu une chose. 1. L'égocentrisme. 2. Qui entraîne l'individualisme. L'égoïsme, l'individualisme. Qui entraîne le matérialisme. Les deux qui entraînent le capitalisme. Et maintenant, ce capitalisme, le but c'est quoi? Comme nous accumulons toutes les richesses, il faut que comme les gens se multiplient là, il ne faut pas que les gens soient beaucoup parce qu'ils vont venir partager ces richesses avec nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des virus, il faut répandre l'homosexualité, il faut répandre la dépravation des mœurs telles que la prostitution et il faut même désacraliser tout. On désacralise la nature, on désacralise le corps humain. Le corps de la femme devient une marchandise et la femme elle-même commence à se considérer comme une marchandise qu'on peut acheter à n'importe quel prix. Les hommes eux-mêmes deviennent des marchandises parce qu'ils deviennent des femmes des hommes qu'on peut acheter à tout. On leur enlève leur honneur, leur dignité. La conscience même devient quelque chose qu'on peut acheter parce qu'à travers les campagnes politiques, je viens, j'achète les morceaux de pain, les gigots de bœuf et beaucoup de bière pour que vous veniez me voter. Le système de valeurs est donc mort. De l'autre côté, nous avons un système maathique. Parce que le système de valeurs chez eux, c'est l'égoïsme, l'individualisme, le matérialisme. Tout ça qui conduit au capitalisme. Au capitalisme, qui conduit à l'homosexualité, à la propension de la prostitution, à la fabrication des virus pour tuer l'humanité, à la fabrication des bombes atomiques et tout ça. Voilà le système septien des valeurs. De l'autre côté, nous avons un système de valeurs qui est le système maathique. Le système maathique qui consiste à mettre en avant la communauté. Parce que ici, chez nous, le salut n'est pas individuel, mais le salut est collectif. Et donc, nous allons lire un extrait. Très rapidement, frère, nous sommes arrivés au terme de cette émission, malheureusement. Oui, mais il est important que la conclusion soit bonne. De toutes les façons, dans les textes des sarcophages, il est fait ici cas du salut collectif. Je pense que j'avais... Voilà, c'est ça ici. Réunion de la famille. Texte des pyramides, page
254, il est dit: scellez le décret concernant la famille, donnez à quelqu'un sa famille dans l'empire des morts. Horus le Grand, l'ancien, le maître du champ des Chaussées, Guerre, prince de Dieu, a ordonné de me donner ma famille, mes enfants, mes frères, mon père et ma mère, mes serviteurs et tous mes familiers. Délivrer, il dit tous mes familiers. Il n'a plus, c'est pas limité à son père, à sa mère, c'est ça. Tous mes familiers. Délivrés à l'imposition de Seth. Délivrés à l'imposition de Seth et du recensement d'Isis, la grande aux côtés d'Osiris, maître de l'Occident. Guerre, prince de Dieu, a dit de me faire délier ma famille, mes enfants, mes frères et sœurs, mon père, ma mère, tous mes serviteurs et tous mes familiers sur le champ, délivrés de tout Dieu et de toute déesse, de tout mort et de toute mort. Ici, nous sommes essentiellement dans une logique communautariste. Nous sommes dans la promotion du bien-être collectif. Nous sommes dans la quête de l'harmonie de tout. Et cela nous amène donc vers ce qu'on appelle le Sematawi. Il y a donc un Sematawi qui est imposé par la force. Parce que les deux Sematawi doivent être imposés par la force. D'une part, le premier Sematawi originel qui est imposé par la force venant du sud, et plus tard le Sematawi actuel imposé par la force venant du nord. Et nous entendons par nord les peuples sémites indo-européens. Nous entendons par sud les peuples noirs. Voilà. Le premier Sematawi s'est constitué comment? C'est qu'on s'est rendu compte que les autres conscients n'étaient pas encore suffisamment matures pour comprendre les lois de Maat. Il fallait donc qu'on les soumette d'abord par la force et qu'on leur enseigne la Maat. Et donc le premier Sematawi est une victoire des peuples du sud, c'est-à-dire les peuples noirs, qui ont donc civilisé les peuples primitifs, qui avaient une conscience encore très primitive, qui ne se levait pas au principe de l'univers, et on leur a donc enseigné la Maat. D'où l'unification de la Haute et la Basse Égypte, et d'où ce symbole de Sematawi pour terminer définitivement, oui. Que la régie peut aussi présenter sur l'écran, parce qu'il y a deux symboles de Sematawi chez Namer, chez Kasekemui. Voilà le Sematawi chez Namer. Voilà le Sematawi chez Kasekemui, Horus et Seth. Et voici le Sematawi ici de Sesostris III. Senusret qui était le pharaon du Moyen Empire qui a existé autour de 1890 et autres. Voilà les trois symboles de Sematawi qui consistent donc à transformer le mal en bien en considérant les besoins des uns et des autres et en harmonisant les intérêts pour que ces intérêts soient collectifs. Le Sematawi venant du nord, c'est un Sematawi qui est toujours issu de la force. Parce que ayant gagné les Indo-Européens et les Sémites, ayant gagné les Noirs du Sud, ils ont imposé un Sematawi qui a plutôt pour but non la prise en compte des intérêts collectifs, mais l'imposition de leurs règles pour que eux, la petite minorité indo-européenne, puissent davantage tirer profit de manière éternelle et pérenne. Et ils ont donc mis leurs satellites sur les têtes de nos États pour que ces septiens et satanistes continuent de perdurer, de faire perdurer leur modèle sématawique, qui est un modèle d'absorption, de vol d'énergie, de vol d'héritage, de détournement de fonds, d'enrichissement individuel et personnel, et de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Voilà donc le système politique aujourd'hui qui est anti-maatique, qui ne respecte pas la tradition orthodoxe de l'Afrique traditionnelle, malgré que tous ces politiques, ces chefs d'État et ministres se réclament d'être des initiés dans la tradition africaine, alors que nous avons tout simplement compris que la franc-maçonnerie mondiale les a délégués de prendre possession des sites sacrés et de la base arrière du peuple pour pouvoir créer leur ordre mondial septien qui va le pérenniser permanemment sans tenir compte de ce qu'on appelle l'alternance maatique. D'accord. Voilà qui est bien dit, hein, et c'est à travers ces mots que nous mettons un thème à cet échange. Nous disons infiniment merci à tous ceux qui ont contribué, n'est-ce pas, de près comme de loin pour la réussite de cette autre édition. Frère, oui. Un dernier détail que j'allais oublier en 10 secondes. J'allais dénoncer aussi ce qu'on appelle le FAMLA. Parce qu'il y a deux versions de FAMLA. Il y a le FAMLA qui consiste à chercher la richesse en tuant, en faisant tout ce qu'on connaît aujourd'hui.
il y a une branche de femmes là qu'on considère souvent comme noble. C'est-à-dire qu'un groupe d'aristocrates, des riches, des milliardaires, décident de se regrouper entre eux, de faire en sorte que leurs enfants se marient entre eux et que la richesse ne tourne qu'entre eux. Et donc, sans tenir compte donc, de la distribution, la justice distributive qui consiste à tirer même ceux qui sont en bas pour qu'ils se lèvent et pour que tout le monde soit heureux. D'accord, frère. Compte tenu du fait que nous sommes à la fin de l'émission, on aura l'occasion de développer justement ce nouveau pan que tu viens de souligner. Ouais. Je vous souhaite donc, madame, monsieur, chers téléspectateurs, de passer de très bons moments en compagnie de Kemet Télévision. Jeunes Africains que nous sommes, amons-nous de science jusqu'au dents, car si nous ratons d'unir le continent, nous ne serons pas au rendez-vous du 3e millénaire. Salut et à très bientôt pour une autre édition de Sagesse Kamit.